Chers auditeurs, bienvenue dans Acteurs du changement, votre podcast pour parler transition économique et écologique dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ce podcast est créé par Cap Business Océan Indien, plateforme régionale dédiée à l'accompagnement et à la mobilisation du secteur privé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Cette première saison s'inscrit sous le projet Business for Biodiversity, aussi appelé B4B, mis en œuvre par Cap Business Océan Indien dans le cadre du programme régional Varuna, financé par l'Agence française de développement et coordonné par Expertise France. Un programme qui contribue à stopper la perte de biodiversité dans le hotspot qu'est le sud-ouest de l'océan Indien, au bénéfice des habitants de la région, à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités et la mutualisation des efforts entre les secteurs publics et privés, les scientifiques et la société civile. Aujourd'hui, nous accueillons Gérard Rocamora, biologiste de la conservation, qui nous parle de son parcours, de son travail, mais surtout de collaboration. De ces défis qui concernent les synergies entre le secteur privé, la gouvernance, la société civile et la recherche, mais aussi du pouvoir des collaborations réussies au profit de la biodiversité. Il partage avec nous une expérience riche de plus de 30 ans au service de la biodiversité des Seychelles. Alors, merci beaucoup Gérard déjà d'avoir accepté de discuter avec nous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, dans le cadre du projet Business for Biodiversity, on crée en fait aussi une série de podcasts où on essaye de discuter avec des acteurs de la région engagés pour la biodiversité et la protection des écosystèmes. Et donc on a tout de suite pensé à vous quand il s'agissait des Seychelles, de par déjà votre expérience et les nombreuses années que vous avez œuvré aux Seychelles pour la protection de la biodiversité seychelloise. Et justement sur ce terrain-là, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites en fait aux Seychelles, donc le cœur de votre métier, à l'université, comment ça se passe et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis un biologiste de la conservation. C'est comme ça que je me considère. Pas vraiment comme un chercheur, même si j'ai été formé par la recherche et après avoir fait un diplôme de docteur ingénieur en agronomie, mais je me suis spécialisé en écologie et plus particulièrement sur les oiseaux. C'était le sujet de ma thèse. Et après un passage, je vous fais un résumé très rapide, mais par BirdLife International, qui est l'Alliance mondiale pour les oiseaux, et donc par son bras français, la Ligue pour la protection des oiseaux, dont j'étais le responsable scientifique pendant quelques années. Eh bien, on m'a envoyé aux Seychelles pour prêter main forte au gouvernement pour mettre en place un programme de suivi scientifique des espèces très très menacées, donc oiseaux, un petit peu chauve-souris aussi, quelques petits reptiles. Donc c'était un vaste programme et voilà, plusieurs inventaires, espèces, habitats menacés, et des inventaires importants comme ce qu'on appelle les ICO, zones importantes pour la conservation des oiseaux. Ça a été fait dans tous les territoires. Et voilà, donc je suis arrivé aux Seychelles en 1995, donc ça fait 30 ans que je suis ici. Et donc du coup, évidemment, ma famille est aux Seychelles. Enfin, je suis Seychellois, autant non, mais dans l'âme, mais même dans la vie, puisque j'ai pris la nationalité seychelloise, et je me considère d'abord et avant tout comme un Seychellois. Et je considère à mon pays qui est celui-là, qui est le pays actuel où je vis et auquel je contribue de mon mieux. Beaucoup de choses ont changé depuis toutes ces années. Qu'est-ce que j'ai fait depuis toutes ces années? Alors, j'ai commencé par le ministère de l'Environnement, puisque BirdLife m'avait mis à la disposition du ministère de l'Environnement pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai créé une ONG qui s'appelle Island Conservation Society, qui est la Société pour la conservation des îles, qui donc elle-même correspondait à une association, c'est une ONG si vous voulez, et qui travaille de façon très proche avec une compagnie para-étatique qui gère beaucoup d'îles éloignées. Aux Seychelles, nous avons les îles proches, donc à peu près 45 îles qui sont granitiques, qui sont proches et qui donc sont surélevées. Et puis on en a
davantage, on va dire, qui elles sont coralliennes et qui donc sont plates et qui sont pas du tout élevées. Hein. Beaucoup sont très menacées par le changement climatique, d'ailleurs. Cela inclut Aldabra, qui est l'atoll, qui est patrimoine mondial de l'humanité, et que tout le monde connaît. On connaît au moins les tortues géantes d'Aldabra, puisqu'ici même à Maurice, on a eu l'occasion de les voir grâce à divers programmes de restauration. Et, voilà, ce sont des espèces qui permettent de restaurer les sites, de diffuser les graines de plantes et de participer à la reconstruction de la forêt. Donc, au cours de ces 30 ans, alors voilà, après avoir fondé cette organisation avec quelques collègues, qui a grandi et qui maintenant est l'ONG aux Seychelles qui est la plus importante, qui emploie le plus de gens dans la conservation, presque plus d'une quarantaine, c'est sûr, entre 40 et 50. Et bien, donc je me suis attelé à la lancer. Et une des choses les plus importantes que j'ai appris dès que je suis arrivé aux Seychelles, assez vite, c'était l'importance de lutter contre les espèces exotiques envahissantes, qu'on appelle aujourd'hui les espèces invasives. Et donc, je suis devenu, un petit peu malgré moi, également un spécialiste de l'élimination des rongeurs. Je travaille aussi sur l'élimination d'autres espèces, mais plus particulièrement des rongeurs. Voilà, donc sur une quinzaine d'îles entre les Seychelles, mais aussi Mayotte, je travaillais régulièrement. Et voilà, et ça m'a vraiment amené à me spécialiser là-dessus, et c'est la raison pour laquelle on a créé cette aussi Island Conservation Society, parce que les rongeurs, les rats, mais aussi les chats et d'autres espèces vraiment empêchent les espèces aussi bien de plantes que d'animaux natifs de se développer, et même les mettre en danger d'extinction. Donc voilà. Alors, ministère de l'Environnement, Island Conservation Society, il y a une dizaine d'années, avec quelques collègues, disons, on a décidé de créer un institut, un centre qui s'appelle Island Biodiversity Conservation Center. Donc, c'est un centre pour la conservation de la biodiversité des îles à l'Université des Seychelles, pour essayer de faire rentrer cet aspect de conservation. Je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis un conservationniste. Bien entendu que si vous regardez le nombre de publications que j'ai, plus de 150, etc., des publications scientifiques, avec des chapitres aussi dans des livres, quelques livres évidemment, etc. Mais ce n'est pas ce qui me motive le plus. Ce qui me motive le plus, c'est les résultats concrets appliqués sur le terrain. Rien n'est plus cher que d'aller dans une île 20 ans ou 10 ans, ou même 5 ans après avoir enlevé les rats, les chats, etc. Et de voir tout cet ensemble, toute cette faune, toute cette explosion de vie qui a résulté de cette éradication. J'ai toujours, ça me rappelle quand j'étais un jeune homme et que j'étais amoureux parce que j'ai l'impression de flotter. Vous voyez, voir tous ces oiseaux marins qui sont là, alors qu'il n'y avait rien, presque. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est très motivant. Plus que des publications scientifiques ou autre, ça c'est concret, c'est là. Et c'est ce qui est toujours maintenant ma priorité. Voilà. Et justement, en parlant de cet aspect du coup de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, comme vous le disiez, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en fait en quoi concrètement ça consiste le travail d'un biologiste de la conservation, pour éclairer par exemple certaines personnes qui n'ont jamais entendu ce métier? Voilà, alors quelqu'un qui fait de la conservation dans les îles, Island Conservation, ça va être de faire soit le contrôle, parce qu'on ne peut pas toujours éradiquer, c'est-à-dire enlever tout jusqu'au dernier. On ne peut pas laisser un seul couple, parfois même une femelle, si vous voulez, gestante, parce que la population repartirait. Donc, on fait du contrôle, et ça peut être donc des stations d'appât avec du raticide à l'intérieur. Donc ça, c'est une lutte chimique qui permet de garder donc des abondances faibles, minimales. Ça permet quand même aux oiseaux marins, il y a d'autres espèces, compris terrestres. Ça, c'est beaucoup à Maurice, par exemple, si vous savez.
la rue Machampa, vous allez dans Congo, à Camps, pour ne citer que les sites de la Mauritius Wildlife Foundation ou Ebony Forest, des groupes de bioculture, nous avons visité récemment. Eh bien, voilà ce qu'on fait. Mais eux, par contre, bioculture, ils sont passés à un système de piégeage, uniquement de piégeage. Alors que, par exemple, même y compris dans la plupart des projets, c'est une combinaison entre piégeage mécanico et une lutte chimique. Donc, ça consiste à aller dans des îles, à évaluer est-ce qu'on pourra faire cette opération, est-ce qu'on pourra aller jusqu'à l'éradication, est-ce qu'on pourra empêcher ces animaux de revenir après. Ça, c'est le plus important aussi, parce qu'il ne suffit pas que les enlever, il faut ensuite empêcher qu'ils reviennent. Et si c'est ça, quel moyen on va employer? Est-ce que ça va être quelque chose disons, qu'on pourra faire au niveau du sol, parce que c'est une petite île, parce qu'on va pouvoir quadriller l'île et faire des épapages à etc. Ou au contraire, est-ce qu'on va devoir employer les grands moyens, prendre un hélicoptère et faire de l'épandage à plus grande échelle, sachant que tous les individus doivent être en risque. C'est un petit peu ce qui me plaît. Alors, si c'est très challenging, si on peut dire ça comme ça, c'est un anglicisme, mais c'est qui tout double, quoi. Hein. C'est soit on les enlève tout jusqu'au dernier, soit il y en a encore. Et donc il faut être extrêmement rigoureux. Il faut ne rien laisser au hasard. On peut rien, si vous voulez, laisser. On peut pas faire de compromis. On doit être systématique. On doit être à fond. Donc c'est un gros travail. C'est un gros travail, mais c'est très satisfaisant. Et ce que j'ai pas dit avant, c'est que évidemment, on fait ça, mais en parallèle, on va faire des pépinières. Vous avez pu voir le travail que les autres collègues ont présenté ici à Boris, par exemple. Donc, des pépinières, multiplier les espèces natives, enlever les plantes invasives, remplacer, faire grandir les espèces natives. Pourquoi? Parce qu'elles vont être importantes pour des espèces qui viennent d'ici, des espèces indigènes qu'on appelle natives. Et à partir des espèces endémiques, elles ne vivent que ici. Et donc, il faut qu'elles aient ces plantes-là, parce qu'elles auront des fruits, parce qu'il y aura des insectes qui sont adaptés à vivre sur ces plantes, et elles vont trouver leur nourriture. Parce qu'ensuite, on va réintroduire ces espèces-là. Bon, comme le pigeon rose, si vous allez sur l'île aux aigrettes, eh bien, il a été réintroduit. Oui, par la Mauritius Wildlife Foundation, et vous allez trouver aussi l'oiseau binette vert de Maurice, que vous allez retrouver là-bas également. Voyez, et la perruche de Maurice. Et tout ça, c'est un travail qui se fait. Donc, on fait tout ce travail d'enlever des espèces invasives pour préparer la réintroduction d'espèces très rares qui n'ont aucun autre endroit où aller. Vous voyez, c'est ça qui fait. Et aux Seychelles, donc avec mon équipe, eh bien, on a sauvé une espèce d'extinction. Si on n'avait pas agi, elle ne serait plus là. C'est l'oiseau binette des Seychelles. Si en 2001, on n'avait pas fait un transfert d'oiseau binette dans une île où on avait préalablement enlevé les rats. Oui, donc là, c'est carrément éradiquer les rats sur l'île de Frégate. Et que quelques années après, on a refait la même chose sur une île. Et là, pour le coup, c'était une équipe de la Conservation Society. On a éradiqué les rats. C'est vraiment nous-mêmes qui avons fait ça. Au début, c'était un collègue néo-zélandais dont on a appris, si vous voulez, le savoir-faire, etc. Là, c'était nous-mêmes, donc une équipe seychelloise. On a pu faire ça et on a transféré à nouveau l'oiseau binette. Et bien, si on n'avait pas fait ça, parce qu'il y a eu une invasion de la population de mer de l'oiseau binette. La seule île où il y avait cet oiseau binette, dans une bonne abondance, en fait, il y avait 2 îles. Mais sur les 2 îles, cet oiseau a disparu. À cause des rats, des martins, etc. Et notamment, l'invasion subite du rat noir dans cette île-là. Il y a 3 ans, on n'a plus un seul oiseau binette, puisqu'on sort les nids, les adultes aussi. Si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait plus d'oiseaux binette des Seychelles. Dans le monde entier, c'est une espèce endémique. On a sauvé cette espèce d'extinction, vous voyez. Et ça, évidemment, ça n'a pas. Ne croyez pas qu'on n'a jamais d'échec ou que ce soit. On a eu un gros échec. On avait 2 populations, celle de Mahé, Mahé, c'est la grande île. Hein. Et toutes les espèces sont progressivement disparues de Mahé. Et on a fait le maximum pour essayer de maintenir l'oiseau binette. On ne peut pas éradiquer les rats de Mahé. Ni même d'autres espèces marquées que ça. On a essayé de faire le maximum, on n'y est pas arrivé. Maintenant, nous n'avons plus d'oiseaux binette à Mahé. On a perdu toute une population, le pool génétique qui allait avec. Peut-être revenu
nous dû utiliser d'autres techniques, comme ça se fait ici à Maurice par exemple, d'élevage en captivité, qui sont beaucoup plus généreuses, qui demandent beaucoup plus de temps, etc. On n'a pas fait. Donc, si vous voulez, ça c'est un échec, mais heureusement, on a quand même sauvé, c'est ça le plus important. L'oiseau lunette de l'extinction, on a quand même tout le génétique de la population mère de porc-sepion qui n'existe plus maintenant. Et maintenant, à partir de nos 2 populations filles, on en a créé une 3e. Vous voyez, et on continue comme ça. Donc, avec cet exemple, parce que c'est généralisable à une demi-douzaine d'espèces d'oiseaux, à des reptiles, à des petites tortues. Voilà comment on fait. Et quand on fait des réintroductions, des translocations, on appelle aussi, on appelle également, eh bien, on cherche à amener des animaux qui, eux, vont se nourrir des plantes qu'on a plantées et qui vont disséminer les graines. Donc, c'est ce qui nous aide à faire la restauration. Nous, comme les tortues géantes, j'ai une étudiante de master il y a quelques années qui a montré que les tortues géantes disséminaient les graines jusqu'à plus d'1 kilomètre. On les avait lâchées sur un pas de temps de 2 mois seulement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des agents disséminateurs extrêmement performants. Et c'est la raison pour laquelle on commence toujours par des oiseaux lunettes qui vont amener des petites graines à droite à gauche, et des tortues géantes qui, elles, vont véhiculer des petites, mais aussi des grosses graines, et même très grosses graines. D'accord, ok. Merci beaucoup Gérard, ça me permet de faire un peu la transition. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de comment ça se passe aux Seychelles, d'un point de vue de la biodiversité et de l'environnement? Est-ce que les acteurs seychellois commencent un peu à s'emparer un peu plus de cette notion de protection de la biodiversité, ou alors est-ce que c'est encore très difficile? Comment va la biodiversité un peu aux Seychelles en ce moment? Alors, on a plusieurs questions. La première, ça fait longtemps que les acteurs seychellois, je dirais, se sont emparés de la biodiversité. On n'a pas attendu les autres pour le faire. Je pense que, disons au même titre que Maurice, ou le travail que je vous expliquais tout à l'heure, ça fait 30-40 ans qu'on le fait. J'ai essayé de résumer tout ça. J'ai un livre qui s'appelle Invasive Species in Seychelles, où je parle également un petit peu des reproductions, etc. Mais ça, c'est vraiment des choses qui ont commencé à se faire il y a longtemps. Évidemment, elles se sont accélérées, disons, dans les années 2000 à peu près. Vous voyez, milieu des années 90, mais surtout 2000, 2000 à 2010. Après, ça s'est ralenti un tout petit peu. Mais l'aspect disons, l'intérêt, notamment de la population, par rapport à la conservation de telle ou telle espèce, ça a toujours été là. Je suis arrivé aux Seychelles, j'étais surpris, très surpris de voir qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt de la population par rapport à ce que j'avais pu connaître avant dans d'autres pays où j'ai travaillé, France, Espagne, Tunisie, même par rapport à la Réunion, ou absolument, ou Mayotte, etc. Les Seychelles étaient vraiment déjà en pointe au niveau de l'éducation, par exemple, à l'environnement dans les écoles. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, alors, de toute façon, que ce soit aux Seychelles, enfin, en tout cas, aux Seychelles ou dans notre pays comme Maurice, c'est les ONG qui ont levé le lac, c'est les ONG qui ont commencé. Ici, donc, c'est la Maurice Wildlife Foundation qui a été très active pour réunir un petit peu, disons, pour réunir, vous savez, ça c'est plus le rôle, je veux dire, du gouvernement, mais en tout cas, pour être fer de lance sur un certain nombre par exemple, la sauvegarde des espèces d'oiseaux à Maurice. Là, ils ont vraiment été, grâce à l'appui de la Fondation d'Ared. Ils travaillent vraiment très étroite avec ce partenaire-là. Alors, chez nous, ça a été aussi des ONG, donc en l'occurrence Wildlife International, ou d'autres ONG comme la Royal Society for Nature Conservation, qui ont acheté des îles pour en faire des réserves naturelles. Voyez, c'est pas le gouvernement qui a acheté ces îles, c'est des ONG. Et c'est des ONG qui ont dit au gouvernement, il faut qu'on les mette en protection, il faut qu'on sauve telle espèce d'extinction, etc. Et ça s'est fait avec la collaboration de tous, c'est-à-dire le gouvernement des Seychelles, et aussi après le secteur privé, parce que le secteur privé ensuite est rentré dans la danse, parce qu'il y a des propriétaires privés d'îles. Ces gens-là ne veulent pas partager leur jacuzzi ou leur truc avec un rat, par exemple, donc, ou d'autres espèces en même sens. Donc, oui, mais il faut que vous aidiez à les enlever. Donc, îles de cousines, de frégates, tous ces gens-là ont voulu enlever ces espèces invasives, rats, chats, martins, voilà. Et il y a même des îles où il y avait
des vaches qui vivent en liberté, ou des porcs, etc. Tout ça, on a 17 espèces qu'on a éradiquées ici et là, mammifères, oiseaux, reptiles confondus. Voilà, donc, et là, l'apport du secteur privé a été clé. Parce que eux, ce sont des îles privées, mais la plupart de ces îles privées sont ouvertes à un écotourisme haut de gamme. Et ça coûte très très cher, vraiment très très cher. Plusieurs milliers d'euros par nuit pour aller dans ces îles. Mais l'argent qui est généré sert à maintenir l'île. Ils ne cherchent pas à gagner de l'argent. La plupart de ces îles-là ne cherchent pas. Il y a peut-être une ou deux exceptions. Ils ont plus de chambres, un hôtel un peu plus fourni. Denis, par exemple, ils ont un hôtel, une trentaine de chambres, vous voyez. On ne parle pas non plus de... Mais la plupart de ces îles privées, elles font ça pour payer les frais, etc. Voilà, c'est pas non plus... mais c'est la satisfaction également de recréer des sanctuaires écologiques comme ils existaient autrefois. De pouvoir en faire bénéficier les propriétaires, les clients, mais aussi le pays tout entier, d'apporter du travail aux gens. On a 100 ou 150 personnes, 150 ou 130 personnes qui travaillent sur l'île du Nord, sur l'île on travaille en anglais, sur l'île Frégate, sur vous voyez, l'île de Denis, etc. C'est de cet endroit-là. Donc chacune de ces îles emploie quand même pas mal de gens, une main-d'œuvre qui est à 60%, on va dire, en euro-séchelloise. Certaines îles, 100% séchelloise, d'autres, en gros, un petit peu moins, mais. Et donc, ça donne quand même aussi du travail. Mais, et donc, c'est ça qui a aidé à sauver plusieurs espèces d'extinction. Je citais que des Seychelles, mais je peux citer aussi la fauvette des Seychelles, qui a été sauvée bien avant, justement par l'achat de cette île. Par des ONG, mais derrière les ONG, parfois, il y a aussi des philanthropes. Le président de la Royal Society for Nature Conservation, c'était Christopher Cadbury, qui était l'un des chocolats, et dont les descendants continuent à nous aider. Et James Cadbury, son fils, qui m'a maintenant décédé il y a 2 ans, moins de 2 ans même, est quelqu'un qui a fait énormément, hein, et sa propre fille, Lucy Cadbury, continue, et le petit-fils va certainement continuer aussi, ou le petit-fils. Donc, il y a des familles comme ça, les philanthropes, qui vont aider et qui vont acheter des îles. Cette famille-là en particulier, hein, pour laquelle j'ai une grande admiration, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire tout ça. Et ils ont acheté 143 réserves en Angleterre et ailleurs, en Royaume-Uni. Ils avaient une réserve, c'est cher. Bon. Mais même, ils ont acheté celle-là, ils ont aidé à acheter les voisines et même une autre réserve, etc. Donc vous avez des gens comme ça. Vous avez le cas de Warren Griffiths, également, qui est quelqu'un, je vais dire, gouvernement par rapport à lui, bien entendu, son épouse et toute son équipe. Parce que ce qu'ils font, c'est quand même formidable, parce que personne ne les oblige à faire ça. Voilà. Mais ils le font. Et ils créent quand même un cercle vertueux, ouais, parce qu'ils incitent aussi d'autres, ils entraînent. Donc cet aspect moteur, cet aspect de pointe, aux Seychelles, nous l'avons avec pas mal de gens. Alors, je pense que vous vouliez parler aussi de la collaboration. Oui, absolument. Est-ce qu'on observe, par exemple, de la collaboration et de l'entraide entre différents acteurs aux Seychelles pour justement préserver la biodiversité? Ou est-ce que ce sont un peu chacun dans son coin qui va mener des initiatives et il n'y a pas forcément d'objectifs communs? Alors, je dirais, il faut être honnête, il y a un peu des deux. D'accord. Il y a un peu des deux. Parce que la tendance, je veux dire, un peu naturelle, c'est de partir de son côté, dire, ben moi, je vais faire ça. Il y a un tel qui fait ça, il l'a fait là, mais bon, moi, je veux plutôt faire autre chose, parce que si on le fait appel à lui, ben, vous voyez, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu comme ça aussi. C'est un comportement idiot. Il faut pas avoir, il faut respecter, je trouve, surtout pour tirer profit des enseignements de ceux qui ont fait des choses avant et qui ont buté sur certaines pierres, et en les associant, vous allez peut-être éviter ça, etc. Mais ça, c'est une tendance naturelle, on l'observe partout. Mais pour avoir des résultats, on est obligé
de se rassembler à plusieurs, de bons résultats. Et tous les programmes qui ont bien marché, c'est des programmes qu'on fait appel à des collaborations multiples, y compris internationales, mais au niveau des acteurs locaux également. Quand on parle d'éradiquer les rats sur une grande île, il vous faut des moyens financiers, donc vous avez un donneur qui va être là. Il vous faut la collaboration complète du gestionnaire de l'île et du propriétaire. Ça peut être le gouvernement. Il y a différentes départements qui peuvent être impliqués là-dedans. La compagnie d'hélicoptères dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, on se retrouve facilement avec de multiples. Vous voyez, il y a des collègues qui vont avoir une compétence. Il y a des ONG particulières qui parlent d'une compétence qui va être plus sur les plantes, etc. Ben, vous allez les associer parce que ils vont faire le travail de mesurer les plantes avant et après, etc. C'est ce genre de choses. Donc ça se passe et les programmes qui ont connu le plus de succès, ce sont des programmes où certes il y a eu une association, un organisme qui a été leader et même des individus là-dedans, mais c'est jamais ces gens-là tout seuls, où c'est associé aussi vous voyez, c'est la plupart du temps, c'est toujours une collaboration assez étendue de partenaires et le fait qu'on soit par exemple le 3e pays du monde pour notre nombre d'éradication de population de vertébrés invasifs dans des îles tropicales, et on est le 5e territoire du monde si on prend toutes les îles, sans parler de tropicalité. Les Seychelles. Mais c'est lié à ça, justement. C'est lié au fait qu'il y a une diversité d'acteurs, une convergence d'intérêts. Je disais tout à l'heure, personne ne se rend compte que je suis débarrassé des rats, etc. Voilà. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, avoir un tourisme de qualité sur une île. C'est impossible. Hein. Vous voyez, j'ai vu moi-même des gens refuser de payer des notes de 30 000 ou 40 000 $ sur l'île du Nord parce qu'il y avait des rats. Oui, mais c'est incroyable. Les gens partaient avec des sardoises furieux, etc. Parce qu'ils avaient des tours à leur jacuzzi ou sur leur lit, etc. Donc, c'est impossible. Les rats pullulent dans les îles, les densités sont énormément élevées. Donc finalement, il y a cet aspect-là et je dirais que il y a des difficultés comme partout. Une collaboration, c'est jamais facile parce que vous avez votre façon de travailler, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas droit à l'erreur avec les rats. On disait mais on dit tous c'est tous. Vous voyez, c'est pas on en a quelques-uns qui vont non. Et ça, c'est très difficile parfois de convaincre des gestionnaires qui sont là, de l'importance, et c'est pas facile pour eux, et parfois c'est très difficile, c'est très exigeant ce qu'on leur demande, mais malheureusement on ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup pour cette présentation un peu du paysage et de l'environnement séchellois autour de cette question-là. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, si la collaboration représente un défi, c'est parce qu'elle est porteuse d'un potentiel énorme et par-dessus tout essentiel pour nos économies qui ont tout à gagner à restaurer la biodiversité. Alors, agissons ensemble, intégrons cet enjeu au cœur de notre perception de la performance. Créons ensemble de nouveaux modèles plus durables et respectueux du vivant. J'espère que cet entretien vous a inspiré et je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous dans notre prochain épisode, direction Mayotte. Je suis Fanny Aff, chargée de mission biodiversité à Cap Business Océan Indien et vous écoutez Acteurs du Changement. Ce podcast est disponible sur Spotify et sur la chaîne YouTube de Cap Business Océan Indien.